Bienvenue sur CIO-online.com. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sefedine Mansri. Sefedine, bonjour. Bonjour Jacques. Alors vous êtes directeur de l'ingénierie cloud chez Sphère et on va évoquer avec vous un sujet en particulier qui s'appelle le Cloud FinOps en action. Alors Sefedine Mansri, peut-être la première question, qu'est-ce qu'on entend par le terme FinOps? Qu'est-ce que ça englobe finalement? Alors clairement, FinOps, comme pas mal de termes, on va dire un peu à la mode, c'est un peu, il faut le voir comme un ensemble de pratiques qui vise à faire un changement de culture au niveau de l'entreprise, au niveau des pratiques financières, notamment très liées au cloud. Donc c'est un terme qui a été rendu célèbre, notamment avec tout ce qui est mouvance cloud. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui décident de mettre une partie ou la totalité de leur workload ou application, j'utilise parfois des termes en anglais, qui sont donc sur le cloud. Et donc, je le compare souvent aussi au mot DevOps, parce qu'en DevOps, c'est pareil, c'est aussi un ensemble de pratiques, même si les deux sont différents dans leur objectif, mais dans leur esprit et dans leur pratique, il y a beaucoup de similitudes, dans le sens il y a beaucoup de collaboration, ça amène beaucoup d'agilité, ça amène beaucoup de transparence entre les équipes, cette fois financières et opérationnelles, qui gèrent les applications, pour arriver à un but ultime qui est d'optimiser, en quelque sorte, l'optimisation des coûts au niveau du cloud, qui sont pour la plupart non prédictives à premier abord. Alors justement, à quel moment on installe, j'allais dire, du FinOps? Est-ce que quand on commence une migration vers le cloud, il faut s'engager dans une démarche FinOps dès le début? Alors, se mettre dans le FinOps, ou se lancer dans le FinOps, normalement, il n'y a pas de moment, on va dire. Dès le moment où on se rend compte qu'il faut le faire, on va le faire. Maintenant, c'est clair que ça dépend donc de la maturité des entreprises. Est-ce qu'on réfléchit à une migration? Est-ce qu'on est en cours de migration ou est-ce qu'on est déjà installé dans le cloud et qu'on voudrait faire de l'optimisation? Donc, on va dire l'approche, elle est différente. Mais c'est clair, le plus tôt sera le mieux. Il ne faut pas attendre, on va dire un peu, de recevoir les premières factures qui sont démesurées pour agir. Et là, on aura un peu l'effet panique. Et là, ce n'est pas forcément la bonne manière, en tout cas, d'aborder le FinOps. Et ça ressemble beaucoup à la sécurité, pareil. Vous avez vu, je fais pas mal d'analogies. Parce que dans la sécurité, on a aussi ce phénomène. C'est qu'on va se concentrer dans la partie développement des applications et on va négliger peut-être la partie sécurité et on va se rendre qu'à la fin, quand on va exposer ces applications aux utilisateurs et on va faire un peu du patch, on va dire, on va essayer de colmater l'application en termes de sécurité pour qu'elle soit présentable. Là, pareil, en termes de FinOps, le plus tôt on le fait, le mieux sera, je le répète encore. Alors à l'intérieur de l'entreprise, pour faire la continuité de l'analogie avec la sécurité, on sait qu'il existe un RSSI. Et pour le FinOps, c'est qui est responsable finalement du FinOps? Alors normalement, le FinOps, c'est la responsabilité de tout le monde. Tous les utilisateurs du cloud, parce qu'il n'y a pas que des techniciens qui utilisent le cloud, il y a aussi des financiers qui vont gérer la partie facturation, il y a des gens du réseau, de la sécurité, des product managers du métier qui aussi vont demander en tout cas l'élaboration des produits. Et donc clairement l'idée c'est de responsabiliser toutes les personnes, elles doivent être redevables par rapport aux coûts qu'elles vont engendrer au niveau du cloud et leur but ultime devrait être aussi d'essayer de les optimiser. Ça ne veut pas dire les réduire coûte que coûte, mais il faut essayer de les optimiser. Et comme je dis assez souvent, le cloud, c'est un espace qui est assez libre, c'est un champ d'action où on peut être inventif, où on peut expérimenter des choses. Donc il ne faut pas brider aussi cette inventivité des développeurs et des ingénieurs cloud, coûte que coûte, en tout cas sous un prétexte financier. Donc il faut trouver le juste milieu, leur laisser des espaces, mais qui sont contrôlés. Alors justement, sur ces espaces, comment on intègre finalement une démarche DevOps? En fait, quels sont les éléments clés d'un projet de FinOps? Pardon, pas de DevOps, mais de FinOps. Oui, j'avais compris. Alors, pour la partie FinOps, si on reprend un peu la définition dans les règles de l'art de la FinOps Foundation, il y a 3 étapes clés. C'est clair, ça, on va dire, ça c'est la théorie, mais il y a toujours la pratique. Donc, la première étape, je pense que je l'avais un peu dit, c'est la transparence. Il faut exposer de l'information financière et de coûts aux utilisateurs. Il faut que les gens aient accès à des tableaux de bord où ils voient combien coûte leur application, combien coûte leur base de données, combien coûte leur environnement expérimentaux. Tout ça, doivent le voir. Il faut aussi prévoir des métriques pour les décideurs. Il faut aussi prévoir en quelque sorte des réunions d'information et d'acculturation régulières pour que tout le monde soit au courant par rapport à son impact au niveau du cloud. Et ça demande quand même d'avoir aussi une cartographie. Parce on en discutait un petit peu aussi pendant l'émission. On rajoute souvent des éléments à l'intérieur du cloud.
j'allais dire, les fournisseurs de cloud mettent beaucoup de services, en tout cas publient beaucoup de services, à gérer toute cette partie-là, c'est quand même très compliqué, au moins d'avoir une cartographie ou un inventaire. Alors justement, donc on a parlé de la première étape ou la première phase qui est la partie information, mais après on va passer à la partie action, c'est l'optimisation. Là, on va commencer à essayer de réduire les coûts, justement les coûts qui n'ont pas lieu d'être en quelque sorte. Donc il faut savoir choisir les bons produits à utiliser dans le cloud, lequel est le plus adapté par rapport à mon application et qui engendrera le moins de coûts. Il faut aussi être conscient par rapport au modèle de pricing des produits dans le cloud. Ça, c'est une question récurrente qu'on a. On nous dit comment je peux prédire mes coûts. Je leur dis, ça dépendra du produit. Une machine virtuelle n'aura pas le même modèle de facturation qu'un data warehouse ou qu'un cluster Kubernetes. Bon, je vais utiliser peut-être des termes techniques. Mais en tout cas, chaque produit il a son propre modèle. Donc, il faut s'approprier ce modèle de facturation. Il faut surtout être averti parfois par rapport aux coûts cachés. Ça, c'est un peu les risques derrière ce genre de produit parce qu'on paye par rapport à l'utilisation et on n'est plus dans un modèle plutôt on va dire de CAPEX, on est plutôt en OPEX, clairement, par rapport, donc, ou l'inverse. Hein, parfois, je fais l'amalgame, mais clairement, il faut être conscient par rapport à ce qu'on utilise. Ça, c'est sûr. Et la dernière phase, pour finir avec ces phases-là du cycle de vie, on va dire, d'un projet FinOps ou de pratique FinOps, c'est la partie operate ou opérationnel, c'est le quotidien. Donc il faut entraîner les équipes, il faut les former, il faut les sensibiliser. Pareil, il faudrait avoir les équipes qui vont veiller à ce que ces pratiques-là elles soient appliquées au niveau de l'entreprise. Donc il peut y avoir quelqu'un qui peut avoir cette casquette, comme on a eu pour la partie DevOps, pour la partie RSSI, pour la partie SRI aussi, Site Reliability Engineering. Donc il peut y avoir peut-être aujourd'hui un nouveau rôle, un nouveau poste qui va émerger au niveau des grosses entreprises, qui sera le monsieur FinOps. Alors, dernière question, Seyfeddine, peut-être sur des retours d'expérience, en tout cas, comment est-ce que vous avez des exemples à partager sur des personnes ou des entreprises surtout qui ont, j'allais dire, finalisé leur démarche FinOps? Alors, ça c'est quelque chose qui est assez récent, en tout cas dans nos pratiques cloud. C'est clair qu'aujourd'hui, nos équipes chez Sphere, quand ils vont mettre en place des solutions cloud, il y a toujours la sécurité et les coûts qui sont dans le tête, qui sont déjà inclus, on va dire, dans la démarche. Dès le départ, on va les avoir dans les premières réflexions. Mais on commence à avoir aussi des sociétés qui ont déjà mis des workloads dans le cloud, qui se rendent compte que les factures grimpent de plus en plus et qui vont nous demander de faire des audits en termes de sécurité pour voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les centres de coûts qui ne sont pas justifiés. Et là, clairement, si je peux donner des exemples, là clairement, il y a beaucoup de machines virtuelles qui sont déjà surdimensionnées ou qui ne sont pas utilisées. Et là, clairement, ça arrive aussi dans l'immigration qu'on se rend compte que peut-être toutes les machines ne servent à rien. Donc là, on va faire cette démarche pour réduire. On est aussi aidé par les cloud providers, clairement, parce qu'ils ont aussi pas mal de mécanismes d'intelligence artificielle et d'optimisation qui vont nous mettre à disposition des recommandations. Voilà, là, vous avez une machine virtuelle, pensez à la passer sur un autre type, parce que là, ça coûte plus cher que ce qui est prévu. Un autre poste de coût, on va dire qu'on retrouve souvent, c'est des déploiements oubliés. Je fais un POC, je fais un test, je fais une avant-vente, je mets un déploiement, une architecture et je la laisse tourner. Et donc là, on est plutôt alerté par les services de comptabilité ou financiers qui disent voilà, les coûts ils augmentent au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe, regarder les lignes de facturation, qu'est-ce qui a coûté le plus cher. Et là, on va essayer donc de les supprimer, clairement en demandant aux personnes concernées ou peut-être de les optimiser en les passant sur des modes un peu plus dégradés parce qu'elles sont plutôt en veille. Donc clairement, il y a pas mal d'optimisation à faire, je ne peux pas tous les citer. Peut-être un conseil aujourd'hui, c'est peut-être aussi adopter des solutions modernes type serverless. Quand on dit serverless, ça ne veut pas dire sans serveur, mais ça veut dire sans serveur d'un point de vue utilisateur. C'est-à-dire que moi, je ne m'occupe plus des serveurs. Tout est automatisé. Et voilà, et je paye surtout par rapport à ce que j'utilise. Il y a même des produits à l'ordre des 100 millisecondes près en termes de facturation. Donc j'utilise, j'ai mon service et ça s'arrête. Et voilà, et je paye par rapport à ce que j'ai utilisé. Seyfeddine, peut-être juste, on a parlé de serverless, mais je crois savoir que vous aviez aussi fait un livre blanc spécialement dédié sur le FinOps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Exactement. Donc comme je disais, nos équipes sont sensibilisées, sont déjà au courant par rapport à ce genre de pratique. Et dans cet effort-là, donc on a créé il n'y a pas longtemps donc, un livre blanc. Donc c'est un livre gratuit, téléchargeable sur notre site, autour des FinOps. Et clairement,
toutes les personnes qui souhaitent peuvent le récupérer et commencer leur aventure avec le FinOps. Voilà. Eh ben, rendez-vous est pris. Merci Seyfedine Mansri. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt sur CIO-online.com.